le titre exact, je lis mes notes. Le titre exact, c'est donc quel financement demain pour l'innovation? Alors, il devait y avoir 3 intervenants. Malheureusement, l'Institut Montaigne a déclaré forfait, donc on n'aura que 2 interventions. Philippe Mourga, qui est à ma gauche, qui est représentant les laboratoires AstraZeneca et qui a une position importante dans ces laboratoires au niveau européen, c'est-à-dire pas exclusivement française, ce qui donne des visions complètes. Et puis, il sera suivi par notre collègue, le professeur Samuel Lima, premier président de CME d'un CHU pharmacien. J'ai plaisir à le souligner et à le féliciter, qui est au CHU de Besançon, et CHU de Besançon qui a quand même, mais je pense qu'il nous les décrira tout à l'heure, quelques originalités en matière de gestion de la cancérologie et des parcours de soins des cancéreux, et je les remercie très vivement d'être là. Mon cher Philippe, je vous passe la parole. Non, je garde mon micro. Non, je ne le donne pas. J'oserais pas, oui. Le vôtre, mais vous pouvez aller vous installer si vous voulez. Non, j'ai pas de slide, et je suis très bien assis comme ça. Bonjour à tous. Donc, effectivement, maintenant, j'ai des responsabilités européennes, mais à vrai dire, au 1er novembre. Donc, j'ai toujours des responsabilités françaises. Et depuis 3 ans, j'ai exercé les activités concernant tout ce qui est négociation avec les autorités, relations avec l'hôpital et relations avec, entre autres, les membres du gouvernement, donc affaires publiques, affaires gouvernementales, affaires hospitalières. On m'a demandé d'intervenir pour parler du prix du médicament, du financement. Donc en préparant cette intervention avec Samuel, et comme l'a dit Gilles, l'Institut Montaigne a écrit un rapport, je vous en parlerai très rapidement, il pourrait vous intéresser. Il a été publié le 18 septembre et je reviendrai sur ce rapport pendant mon intervention. Pourquoi on voulait parler du prix du médicament? D'abord, un tout petit peu d'histoire personnelle. Je suis revenu en France il y a 3 ans. Je travaillais à l'international et quand je suis arrivé et que j'ai pris mes fonctions, on m'a dit que mon premier souci serait la thématique du prix du médicament en France et l'emballement qu'il y avait eu dans les dernières années sur le prix de l'innovation, le prix trop important de toutes les molécules innovantes et la régulation du médicament. Donc quand je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, j'ai essayé d'objectiver et je me suis posé la question, quelle est la problématique du prix par rapport à ce que j'avais vu dans d'autres pays, puisqu'avant de revenir en 2017, je travaillais dans la région internationale et j'étais entre autres en Chine, où le prix n'est pas forcément la chose la plus facile à négocier. Et donc j'ai commencé à regarder et je me suis rendu compte qu'il y avait eu un emballement de la thématique du prix depuis 2011. J'ai regardé tous les débats sur l'oncologie que je connais assez bien, parce que je travaillais à l'Institut du cancer à une époque. J'ai vu donc le débat sur le prix des médicaments en oncologie, la mission parlementaire, les différentes positions au niveau du G7. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est de voir que quand vous êtes systématique, donc j'ai regardé à peu près tout ce qui avait été écrit, dit, publié, vous aviez quasiment en France une position anti-industrie qui est de pas mal d'acteurs, gouvernementaux, non gouvernementaux, qui considéraient que le prix des médicaments était en train de flamber pour des raisons liées, on va dire, à l'avidité de l'industrie pharmaceutique. On pourra reparler de ça. C'était une position intéressante, et quand vous regardiez, finalement, vous aviez en face d'eux le LEM, l'industrie pharmaceutique, qui essayait de répondre. Mais alors, quand vous chaîniez les événements, vous aviez un anti, un pro qui essayait de se défendre, 2 anti, toujours le même pro, 3 anti. Donc grosso modo, en 6 ans, le débat était toujours dans la même direction, et au final, vous êtes en 2017, vous regardez mission parlementaire, vous regardez ce qui s'est passé, finalement, il y a plutôt une position anti et il n'y a jamais eu d'argumentation en face qui se tienne. Autre chose qui était vraiment intéressante, c'est que l'industrie pharmaceutique, dans tous ces débats, répète toujours la même chose. Et après, vous aviez eu Médecins du Monde, vous aviez eu AIDS, vous aviez eu la Ligue nationale du cancer, qui avaient pris des positions médiatiques. Et vous voyez que le relais médiatique est en faveur des anti. Et vous arrivez sur la peur du financement du médicament, de l'innovation en France.
Donc on avait fait cette analyse et c'était réellement une de mes conclusions, c'était la pauvreté des arguments, on va dire des industriels, face au débat du prix ou la peur de rentrer dans ce débat. En parallèle de ça, on avait regardé l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation en France? Quel est le système d'évaluation de l'innovation? Et on avait vu quelque chose que vous connaissez tous, le fait que les ASMR 1, 2, 3 déclinent au cours du temps, depuis 10 ans, 15 ans, que vous avez très peu d'ASMR 1, 2, 3, beaucoup de 4 et de 5, et on a essayé de modéliser ça. Quels sont les facteurs qui pourraient expliquer qu'il y ait de plus en plus d'ASMR 4, 5, alors que le paradoxe, c'est que les industriels considèrent depuis au moins 5 ans que l'innovation est en train de revenir, entre autres avec l'immuno-oncologie. La conclusion rapide, ça serait de dire la HS est biaisée. Je ne me positionne pas là-dessus. On fait un modèle, on regarde, honnêtement, vous voyez la baisse, on a utilisé une base, celle de Prioritis, pour ceux d'entre vous qui connaissent, et il n'y a pas vraiment d'éléments qui nous ont permis de trancher pourquoi les ASMR baissent. Dans toutes les aires thérapeutiques, sauf l'oncologie, c'est un fait. Même en oncologie, la seule différence, plus d'ASMR 3 que dans les autres, pas réellement d'ASMR 1, 2 depuis très longtemps. Donc l'évaluation semblait déterminer en France qu'il n'y avait pas vraiment d'innovation de rupture. Ce qui était intéressant, puisque dans d'autres pays, c'est parce qu'on se disait, entre autres pour l'immuno-oncologie, ce n'était pas du tout ce qu'on voyait dans les autres pays européens ou dans d'autres pays dans le monde. Deuxième constat. Donc on a commencé de travailler avec l'Institut Montaigne il y a environ 1 an. Le rapport, comme je venais de le dire, est paru le 18 septembre. Et ce rapport a essayé d'agréger, en travaillant avec des industriels, des acteurs de la société civile, ce que c'est que l'évaluation, ce que c'est que la fixation du prix en France, où on en est et quelles seraient les pistes en fait, qui permettraient réellement d'évoluer pour arriver à sortir de cette impasse, c'est-à-dire cette peur que le prix, et le prix augmente, je ne dis pas qu'il n'augmente pas, c'est pas ça, quels sont les déterminants de ce prix et comment on pourrait sortir de cette impasse qu'on voit, c'est-à-dire une absence de dialogue et un délai à l'accès. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais vous savez qu'en France, on a les ATU, donc délai de l'accès en France. Si vous mettez les ATU dans l'analyse, je ne suis pas convaincu. Si vous prenez comme critère le remboursement, effectivement, vous êtes au-delà des 180 jours, vous êtes à 400 jours, vous êtes à la moyenne du délai d'accès en Europe si vous considérez ça, mais si vous prenez les ATU, surtout en oncologie, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc la situation est complexe. Donc dans le rapport de l'Institut Montaigne, et là je fais le travail de l'Institut Montaigne qui devait être avec nous, mais je vais parler en leur nom, vous avez une synthèse et vous avez des recommandations. Et la recommandation la plus facile, et ça fera le lien avec l'hôpital, c'est le partenariat. C'est le big data, c'est les études en vie réelle et la possibilité d'avoir une évaluation dynamique du médicament, c'est-à-dire dans plein de domaines où on aurait des données immatures, dans plein de domaines où on ne sait pas réellement dans notre système de santé l'impact qu'aura un médicament, pourrions-nous avoir une évaluation qui tienne compte des données en vie réelle? Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent aux évaluations de la HS, vous savez que c'est peu le cas. Dans les négociations avec le CPS, c'est peu pris en compte. Vous savez que les contrats de performance en France, il n'y a pas vraiment d'exemple pertinent. Ça existe dans d'autres pays, très peu chez nous. Donc, une manière de sortir de l'impasse, et l'Institut Montaigne en parle, c'est justement ce renouveau du partenariat grâce à l'utilisation de données en vie réelle et la possibilité pour des industriels de participer à des modes de financement alternatifs. Samuel va parler d'un article 51. Il faut savoir qu'à AstraZeneca, on a commencé à travailler sur les articles 51. Le département qui s'appelle des affaires territoriales, dont il y a pas mal de membres dans la salle, est dirigé par Florence Lobreau, met en place des partenariats. Et je pense réellement qu'une des alternatives qui nous permettrait de sortir de cette thématique du prix qui est relativement stérile tient à la possibilité d'avoir des financements locaux ou de participer à des partenariats qui nous permettraient de démontrer un impact de notre médicament en vie réelle, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce qui pourrait, et vous verrez dans le rapport, il y a des notions de prix conditionnel, il y a des notions de prix dynamique qui sont présentées dans ce rapport. Maintenant, je voudrais faire une toute petite parenthèse. Lorsque vous travaillez hors de France, dans des pays émergents, vous n'êtes pas dans des pays administrés, totalement. J'entends par là que la dépense de santé n'est pas payée uniquement par l'État. Dans beaucoup de pays, c'est un mix de 3 choses. L'État, les assurances privées et le revenu des ménages.
J'ai travaillé en Chine, j'ai travaillé en Inde, j'ai travaillé dans beaucoup de pays. C'est des pays où vous n'avez pas, alors je ne dis pas que c'est bien, mais vous n'avez pas une dépense d'État qui couvre, un budget d'État qui couvre toutes les dépenses de santé. À partir de là, vous voyez émerger des partenariats, vous voyez émerger des solutions. L'industrie pharma telle qu'elle est mondialisée, on est tous d'accord. Lorsque vous reprenez le débat du financement et du prix des médicaments, c'est un débat franco-français. Il ignore, à mon avis, deux choses. D'abord, une entreprise d'une certaine taille, mondialisée, a une vision mondialisée de ses dépenses et de ses bénéfices. Elle a donc une logique de négociation mondialisée. Premier point. Deuxième point, une entreprise pharmaceutique qui se lance dans l'innovation a des fonds qui lui viennent des marchés et évalués par les investisseurs. Et vous avez un débat, depuis cet été très intéressant, entre ce qu'on appelle en anglais les shareholders, les actionnaires, et les stakeholders, les parties prenantes. En France, un stakeholder, c'est l'État, par essence. Mais une entreprise comme AstraZeneca a des actionnaires. Où est l'équilibre? Le débat actuel dans beaucoup d'entreprises, entre autres en santé, c'est quel équilibre on doit trouver entre ce que l'actionnaire veut et ce que les parties prenantes demandent. Par exemple, l'État en France. Ce débat est extrêmement intéressant. Il y a eu une table ronde en août de beaucoup de CEO de tous les domaines pour essayer de déterminer ce qu'on pourrait appeler la responsabilité éthique des entreprises par rapport à ça. Mais il faut bien voir que les entreprises mondiales sont dans un système de marché. Dans ce système, vous avez quelque chose qui s'appelle corporate law et vous avez quelque chose qui s'appelle la charte, qui détermine comment une entreprise fonctionne. La charte stipule que l'actionnaire est celui qui, in fine, décide. Donc, dans un système de marché, l'équilibre est difficile à trouver entre l'actionnaire et la partie prenante. D'où l'intérêt du débat actuel. Et je ferme ma parenthèse. Ce qui veut dire que tout financement de l'innovation, que toute discussion sur le prix doit tenir compte du système de marché, qui est le système qui s'impose. Et quand vous prenez la négociation du prix et que vous savez comment l'industrie négocie, vous regardez des comparateurs, c'est une négociation dans le cadre d'un marché et avec des compétiteurs. D'où l'intérêt, entre autres, des financements innovants. Et je vais laisser Samuel parler un peu d'article 51 et de certains financements innovants. Et je pourrais revenir sur les articles 51 sur lesquels on travaille. Et après, j'imagine que vous allez avoir beaucoup de questions et je serai très heureux d'y répondre avec Samuel. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je vais devenir un peu VRP en article 51. Il va falloir que je valide l'information. Mais avant ça, déjà, je voulais vous remercier d'avoir organisé ce débat. Et quand même, de la part d'un industriel, de mettre sur la table un débat sur le prix du médicament, j'ai envie de dire que c'est relativement nouveau. Avec mon serviteur, qui est à ma gauche là, on a eu le privilège de participer à la rédaction d'un rapport sur les produits de santé à l'hôpital en 2015, sous l'égide de la FHF. D'ailleurs, on n'a pas de royalties, hein, mais je vous invite à le lire, parce qu'en gros, tout ce qui était à peu près écrit par des gens beaucoup plus intelligents que nous, hein, je vous rassure, hein, nous, on était juste là pour donner des avis. En fait, on est au cœur du sujet aujourd'hui, parce qu'on avait bien senti qu'il y a un sujet qui allait arriver. Et ce qui m'avait frappé à ce moment-là, c'est qu'on avait parlé un peu de tout, de l'hôpital, de la ville, de la pertinence, de choses comme ça dont je vais reparler. Mais on sentait bien que le prix du médicament, c'est un sujet très crispant. Et alors, c'est étonnant, parce que les seuls qui en parlent, à la limite, c'est les professionnels de santé, hospitaliers ou non, mais enfin là, majoritairement hospitaliers. Le LEM, discuter prix du médicament, là, c'était quasiment impossible. C'était trop compliqué, on ne comprenait pas tout, c'était pas le moment. Enfin bon, bref, vous imaginez un peu la hauteur du truc. Et puis, on sentait bien que les pouvoirs publics n'étaient pas non plus très attachés à ouvrir le débat là-dessus. Et en tout cas, on n'a jamais pu, au décours de ces réflexions-là, ouvrir la porte en particulier des négociations de prix avec le CEPS. Voilà, parce que je rappelle qu'en France, in fine, le prix d'un médicament, et puis surtout le prix d'une innovation, parce que c'est un peu ça qui nous intéresse aujourd'hui, est quand même sous la coupe du CEPS. Et dans le cadre de ces réflexions pluridisciplinaires, on avait dit, mais ce serait quand même bien qu'on puisse discuter de comment est déterminé le prix d'un médicament. Et on avait bien senti qu'il n'y avait pas une volonté farouche d'ouvrir la question là-dessus. Donc finalement, quelque part, on était sur un prix qui restait un peu du domaine de l'ordonnateur, donc en gros l'État et le système de santé, et puis des industriels. Et on nous disait, mais
en gros, ça ne vous regarde pas les hôpitaux. Et à cette époque-là, il y avait au moins 2 emmerdeurs qui disaient, écoutez, vous êtes bien gentils, mais ça nous intéresse quand même l'histoire de prix de médicaments, parce qu'on est maintenant contractualisé, nous, sur nos enveloppes, qu'elles soient d'ailleurs intra-hospitalières ou extra-hospitalières. Donc vous ne pouvez pas, nous demander de signer des contractualisations sur nos volumes de prescription, en sachant que je vous rappelle qu'un volume, c'est une quantité par un prix. Hein. Ça, je ne suis pas très intelligent, mais ça, j'ai réussi à comprendre le modèle quand même. Et vous ne pouvez pas venir nous dire comme ça, avec un grand sourire, qu'on n'a pas à s'occuper du prix du médicament, alors qu'in fine, vous nous contractualisez indirectement sur le prix du médicament. Et donc voilà un petit peu, et je vous signale qu'on en est encore là, à l'heure à laquelle on se parle, mais je pense qu'il y a un vrai sujet. Alors pourquoi il y a un vrai sujet qui arrive ? Ce n'est pas par hasard, et il n'y a pas qu'en France, c'est qu'on arrive à la limite actuelle, avec la méthodologie actuelle, d'intégration et de capacité d'intégration de notre système de santé à l'innovation qui arrive et qui va arriver demain. Je veux dire, pourquoi il y a un Simpo aujourd'hui ? C'est parce qu'on est à la limite du système qui court depuis à peu près une quinzaine d'années. Et ce système, il est quand même assez simple à comprendre. Comment on a pu rentrer la liste en sus et faire croître la liste en sus ? En gros, c'est 150% d'augmentation depuis sa création. Il y a à peu près que le salaire de Gilles qui a augmenté à peu près de ce prix-là sur 10 ans. Il fallait bien que je le dise. Mais on l'a financé par une baisse de tarifs. Et là, c'est le président de CME qui va parler. En fait, comment on a supporté la hausse de la liste en sus depuis 10 ans en baissant les tarifs hospitaliers de 2% tous les ans. Voilà. Et je vous invite à regarder la mécanique, regarder l'inflation de la liste en sus, regarder la déflation des tarifs hospitaliers. Et pourquoi ? Parce qu'on a un système de santé globalement qui n'a su réguler l'augmentation des besoins que par la baisse des prix. C'est vrai sur le médicament, ce qui nous pose un énorme problème de surexposition par rapport aux ruptures de médicaments, parce qu'en fait, le premier mode de financement de l'innovation, ça a été la baisse des prix des médicaments tout venant de ville, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a le prix des médicaments les plus bas du monde, et qu'en situation de tension, même pour avoir de l'augmentin, en gros, on n'est pas prioritaire. Voilà. Donc on a quand même un premier problème. On a fait la même chose avec les tarifs. On a les actes les plus faibles quasiment d'Europe, et donc ça a bien tenu. Sauf qu'aujourd'hui, on a pris toutes les marges, on voit bien les problèmes que ça pose derrière en termes d'accès aux médicaments, et puis de façon plus globale, il ne faut pas qu'on perde notre attractivité, donc on a épuisé cette capacité de financement. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à ces débats-là, puisqu'on sait qu'on a plusieurs milliards d'euros qui nous attendent, notamment en oncologie et en hématologie. Enfin, je pense que vous allez débattre pendant 2 jours de toutes les innovations qui arrivent. Et le système, à l'heure actuelle, tel qu'il est orienté, ne permet plus, clairement, d'appliquer les mêmes règles qu'on a appliquées depuis 10 ans. Donc je pense que le vrai sujet, il est là. Et c'est pour ça que ça remonte, en fait, cette histoire de prix, que les associations de patients sont en train de s'en emparer. Et puis, on est juste en train de se rendre compte que, finalement, un prix du médicament, il y en a plusieurs. Il y a l'industriel qui, lui, met en avant les coûts de recherche et d'investissement et puis surtout la part de risque qui a été prise dedans. Il a, comme l'a dit Philippe, des financeurs et des assureurs de risque derrière. Enfin, l'exemple typique, c'est les fonds de pension américains pour les labos américains. Donc en clair, on leur demande aussi une rentabilité. Dans un contexte où la durée de vie d'un médicament innovant aujourd'hui est très courte. Parce que ça aussi, il faut qu'on l'intègre. En fait, la durée de vie d'un médicament innovant aujourd'hui, elle va être à peu près, on va retomber sur le problème des dispositifs médicaux. On était habitué à avoir des médicaments qui, en gros, se rentabilisaient sur une dizaine d'années. Je vous prends le pari que les immunothérapies de première génération qui font l'actualité depuis l'an dernier, elles ont été remplacées dans 2 ou 3 ans. Donc ça veut dire que ces médicaments qui coûtent très cher à développer, en plus, il faut être capable de les rentabiliser pendant très peu de temps. Prenez l'exemple de l'hépatite C et vous allez voir la déclinaison que ça donne. Donc on en est là, et ça veut dire qu'il y a clairement un nouveau modèle à inventer, un modèle d'accès à l'innovation, et je vais vous parler en gros de l'article 51 derrière, parce que je pense qu'au-delà de cet article tel qu'il est aujourd'hui, c'est la prospective qui est imaginée par nos dirigeants qui est intéressante derrière, parce que cet article 51, il vient du ministère, il ne vient pas du terrain, c'est très important de voir où il prend naissance, et l'idée que dans un pays comme le nôtre, on doit réfléchir à l'accès à l'innovation, avec une particularité quand même. Philippe a parlé des délais tout à l'heure, et je rejoins totalement ce qu'il a dit,
c'est que quand vous mettez un médicament sur le marché aux États-Unis, il est certes accessible, mais l'accessibilité dépend soit des revenus du malade, soit, ce qui est la même chose, de l'assurance du malade. En France, une des qualités de notre système de santé, c'est quand vous mettez accès, du jour au lendemain, vous donnez accès à l'ensemble des malades qui en ont besoin. Et ça, il faut bien avoir en tête que ça change quand même un certain nombre de régulations économiques. Je veux dire, en France, aujourd'hui, les malades qui ont besoin d'une immunothérapie, quel que soit leur revenu, ils y ont accès. Donc quand on commence à discuter accès au marché, délai d'accès au marché, il faut quand même toujours regarder à quelle patientèle ça va s'adresser derrière. Et la particularité de la France, c'est quand on donne accès, on donne accès à tous les patients qui en ont besoin. Donc cet article 51, alors je pense que la plupart d'entre vous ont lu le texte. Alors je suis désolé, c'est très technocratique, hein, parce que même moi qui ai participé à l'élaboration pendant 2 ans et demi avec les services du ministère, je dois dire qu'il y a encore quelques phrases où je ne comprends rien. Mais enfin bon, vous savez, c'est dans le truc, nul n'est censé ignorer la loi. Quand vous voyez le niveau de complexité des textes, il faut arriver à comprendre. Je le redis, mais c'est important, la commande vient de l'État. En général, quand l'État commande quelque chose, c'est qu'il a quand même une petite idée derrière la tête. Et en fait, si vous regardez bien les différents chantiers de Ma Santé 2022, il y a en particulier un chantier financement qui a été sous la coupe de Jean-Marc Aubert. Et si vous allez tout à la fin du rapport, eh ben, il est écrit qu'il faut revisiter la liste en sus. Donc en fait, l'article 51, il ne vient pas par hasard. C'est une déclinaison des propositions de Ma Santé 2022 qui visent à renouveler complètement un certain nombre de paramètres, dont l'accès à l'innovation. Et donc cet article 51, c'est un peu l'essai clinique du gouvernement pour, à terme, si ça marche, revisiter la liste en sus. Ce qui veut dire très clairement que derrière cet article 51, il y a la volonté de relooker de manière significative la liste en sus. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le résumer très simplement. Il y a, à mon avis, 3-4 paramètres qui sont justes à retenir. Le premier principe de l'article 51, c'est de sortir d'un système de facturation aux malades et de modéliser une enveloppe innovation par établissement. Donc concrètement, par exemple, je veux parler pour mon établissement, puisqu'on est 5 établissements dans cette expérimentation. Ça veut dire qu'actuellement, il y a les big data de l'assurance maladie et de la direction de la sécurité sociale qui sont en train de tourner, alors avec des algorithmes qui sont du niveau de l'intelligence artificielle. L'assurance maladie, la CNAM, s'est dotée de très bons experts sur le big data. Donc en clair, ils sont en train quand même de faire travailler les données, et des données de recrutement, des données de consommation historique, des données de prospective de consommation avec les nouveaux arrivants et les nouvelles indications. Et à partir de ça, ils sont déjà capables de modéliser le niveau de liste en sus attendu d'un établissement en fonction de toutes ces caractéristiques. Donc en clair, ils vont faire tourner du big data et nous dire, au CHU de Besançon, par rapport à votre patientèle, votre activité, notamment cancérologique, mais pas que, voilà en gros où on estime votre liste en sus pour 2020. Et donc, ils vont nous mettre à disposition cette enveloppe, qui, chez moi, devra tourner aux alentours de 35-40 millions d'euros. Et avec un élément intéressant, c'est que votre enveloppe dédiée, elle dépend de vos habitudes comparées à une moyenne nationale. Et en fait, ce delta, ça s'appelle la pertinence des soins. Et c'est ça qu'il faut retenir derrière tout le discours technocratique de l'article 51, et je pense que le mot pertinence n'y est quasiment pas évoqué, c'est que la logique de mettre en place une dotation sur la base d'une moyenne nationale, mécaniquement, vous allez avoir les gens qui ont mis en place des dispositifs de pertinence qui vont être plutôt en dessous et qui vont dégager des marges de manœuvre, et puis les gens qui seront plutôt au-dessus, qui globalement seront en difficulté parce que ça veut dire qu'ils dépenseront plus qu'ils devraient. Comprenez la mécanique? Et donc la première mécanique qu'il y a dans l'article 51, c'est en gros d'intéresser directement la pertinence des soins. Parce qu'à l'intérieur de cette enveloppe, il y a un effet direct, c'est que tous les gains de performance que vous gagnez dedans, qu'ils soient sur la pertinence des soins ou sur les biosimilaires ou sur tout ce que vous voulez, sont directement accessibles à l'utilisation vers d'autres médicaments qui ne sont pas pour l'instant inscrits sur la liste en sus. Et ça, je pourrais revenir techniquement, parce que je sais que c'est quand même un peu compliqué, parce que même nous, on a eu du mal à suivre. Donc j'imagine que comme ça, dans une salle où en plus vous nous regardez à la télé, c'est pas évident, en postprandial. Le deuxième élément, c'est que l'article 51 ouvre la possibilité d'utiliser, dans le cadre d'une dotation liste en sus, des médicaments qui ne sont pas inscrits sur la liste en sus. Et là, c'est le deuxième message,
c'est que les gouvernants ont bien compris que la distorsion qu'il y avait entre la SMR3 et la SMR4 va être très compliquée à tenir sur l'avenir. Alors compliqué, pourquoi ? Parce que entre le médicament qui est à 3,01 et celui qui est à 2,99, on est bien d'accord qu'il y a une différence qui n'est pas si évidente que ça, que la SMR est challengée en permanence et qu'en fait tout le monde est un peu d'accord sur le fait que la SMR n'était pas faite pour définir si on était sur la liste en sus ou pas, ce qui explique qu'il y a des grosses discussions là-dessus, et que l'État sent bien qu'il va être challengé par les associations de patients en disant c'est inacceptable, j'ai la maladie A, j'ai accès aux médicaments, j'ai la maladie B, j'ai pas accès aux médicaments. Il y a la problématique des prix de médicaments qui vient là-dedans, et finalement, ce qu'ils veulent tester, c'est une capacité des établissements à, en gros, autogérer une enveloppe innovation en se dégageant un petit peu des phénomènes de liste en sus, mais surtout en allant chercher en interne des marges qui permettent de donner accès à d'autres innovations. Voilà. Et ces marges-là, c'est très clair, c'est de la qualité des soins, c'est du biosimilaire, hein, je le dis, hein, parce que c'est en là les grandes marges, et puis c'est 100% de l'EMI, puisque dans le cas de l'article 51, et on fait une pause après, Gilles, c'était une question, c'est que 100% des gains d'achat qu'on a reviennent sur l'établissement et sont mis à disposition pour être utilisés en direct pour d'autres malades. Donc en fait, on est sur une mécanique d'intéressement et quelque part de responsabilisation par rapport à la pertinence des soins qui est quasiment en circuit court. Voilà, en gros, si je pouvais vous résumer l'article 51 en 5 minutes, c'est ça qu'il y a derrière. Mais je répète, c'est ça que l'État veut tester. Et si ça marche avec en plus une donnée big data avec des échanges de données de vie réelle, il est clair qu'ils veulent en faire un laboratoire pour modifier la liste en sus. Merci à tous les deux. Merci à Philippe d'avoir accepté d'aborder ce problème difficile du coût des médicaments. Merci à Samuel d'avoir abordé les problématiques de ce qu'on va appeler l'article 51 et sur lequel on va revenir. On a un quart d'heure de questions, donc ça permettra de séparer un peu la discussion entre les deux interventions. Alors, moi, j'ai deux questions à Philippe qui sont forcément des mauvaises questions. Ma première question, je suis farouchement pour le marché et donc je n'ai pas de difficulté avec ça. Ceci dit, quand je regarde, je vais poser mes deux questions. Quand je regarde les sociétés qui sont cotées en bourse, je vois que les sociétés de la grande distribution ont des bénéfices qui sont faibles, que celles du luxe ont des bénéfices sensiblement supérieurs, qu'ensuite on a, j'allais dire, l'informatique et l'aéronautique qui, comme l'industrie pharmaceutique, ont des investissements en recherche importants, et puis qu'à l'extrémité, ceux qui font le plus de bénéfices, ce que je dis est parfaitement objectif, je pourrais donner les chiffres, mais ce n'est pas l'industrie pharmaceutique est celle qui fait le plus de bénéfices. Donc j'ai une interrogation là-dessus. Et ma deuxième interrogation, nous avons des distingués économistes de la santé qui nous ont dit que le coût de la vie c'était 180 ou 200 000 euros par an, enfin par personne, pardon. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de calculer le coût d'une vie, mais enfin, c'est ce qu'ils nous disent. Et quand je vois qu'on a des traitements qui sont à 320 ou 350 000 euros, j'ai là aussi une interrogation. Alors, premier point. La logique du marché, c'est de dire grand risque, grand retour. Donc en fait, si vous voulez vraiment comprendre, vous devez lire les analystes, les rapports des analystes qui aident les fonds d'investissement à investir. Vous en avez 10 dans le monde qui décident. Vous avez 3 rendez-vous mondiaux, dont un à San Francisco. Il faut lire ce qui se dit. Donc, grand risque, oui, le pharma a beaucoup de risques, puisque vous savez que le pourcentage d'attrition est à peu près de 85%. Et donc, ils considèrent que même si vous allez avoir 2 molécules qui arrivent sur le marché, qui ont demandé entre 1,5 milliard et 2 milliards d'investissements sur 10 ans, qu'il va falloir payer pour les échecs, cette capacité
de perte, enfin ce risque pardon, de perte est tellement important qu'ils veulent un retour en rapport avec le risque qu'ils prennent. Ça, c'est le premier point. Et ça impacte la valeur de l'action. La valeur de l'action impacte la capitalisation. La capitalisation impacte votre capacité à emprunter de l'argent sur les marchés pour soutenir votre recherche. Est-ce que c'est un bon raisonnement? Je ne sais pas. C'est le raisonnement. C'est le raisonnement du marché. À partir du moment où on se rend compte que la santé est un bien de l'humanité et que de toute façon le retour intéresse tout le monde, il est considéré par les investisseurs que c'est une valeur sûre en marché si le risque est récompensé. Ça explique cette cotation. La cotation en bourse est toujours une cotation subjective, puisque c'est les marchés qui décident eux-mêmes d'un certain nombre de facteurs. C'est l'intérêt du débat dont je parlais cet été qui est arrivé sur la responsabilité, entre autres des entreprises, entre autres des CEO, à donner à la fois un retour vers les actionnaires et un retour vers les parties prenantes, sachant que pour nous, on va dire qu'en France, la partie prenante, c'est la collectivité nationale, c'est la solidarité nationale, puisqu'on a un payeur unique, si vous parlez en termes de financement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu correctement, mais c'est la réponse du marché. Après, il y a une réponse éthique à ça, qui est de dire, est-ce que la santé est solvable? Ça, je suis désolé, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous ne prenez pas l'argent des marchés, vous ne demandez pas à des industries cotées en bourse de vous amener des médicaments dans ce cas-là. Je ne tranche pas, ce n'est pas un avis personnel, c'est une constatation. Première réponse. Deuxième question, pardon, Gilles. Je ne suis pas anglais, je crois, ni au Quali, ni au Dali. Vous savez tous à peu près le système de NICE, où vous allez déterminer du coût d'une vie. Vous prenez de la qualité, du coût journalier, vous mettez des seuils, vous dites que vous êtes au-dessus d'un seuil, en dessous d'un seuil, et vous déterminez si pour la solidarité, en Angleterre, pour NICE l'évalue, et détermine si le ministère de la Santé doit rembourser ou ne pas rembourser. Nous ne faisons pas ça en France. Donc, à la base, en France, nous ne prenons pas ce raisonnement, puisque nous considérons que nous remboursons tout. Par contre, ce que je veux dire, Samuel a dit quelque chose de très important. Si vous regardez l'évolution de tous les prix sur une année donnée, si vous regardez la baisse des prix de tous les portefeuilles, et c'est publié, hein, c'est le rapport du CEPS revu par la Cour des comptes, vous pouvez le lire, vous vous rendez compte qu'il y a des baisses drastiques chaque année sur à peu près toutes les grandes catégories de médicaments pour financer les médicaments innovants. Le problème, c'est que ça n'est plus suffisant. Et là, vous vous heurtez à un financement qui n'est pas lié à l'industrie. Alors maintenant, vous allez me dire, les quartiers et le prix, vous avez des prix en tête, j'imagine, de 2 millions, 1,9 million sur des médicaments Novartis, 500 000 à un moment sur d'autres. Est-ce que ces prix sont légitimes? Si vous regardez comment un prix passe dans la presse, vous verrez que le premier prix arrive aux États-Unis, mais avant ce prix que vous voyez aux États-Unis, il y a un rapport des investisseurs qui cote ce que cette molécule devrait valoir sur le marché. J'en reviens toujours à la même explication, qui est que vous avez tout un cercle au niveau du prix et de la construction du prix qui tient compte du marché. Je ne sais pas si j'ai répondu d'une manière qui vous satisfait, mais je pense que c'est assez factuel. Merci Philippe. Tu as une question pour moi peut-être? Non. Ah bah alors je vais ajouter. Je vais répondre à la question que tu ne m'as pas posée. Sur le Quali, il se trouve que je viens de la médico-économie, évidemment qu'on en voit les limites. D'ailleurs, la première limite, c'est que le berceau du Quali, qu'est le NICE, il a quand même été obligé de faire un dispositif dérogatoire pour la cancérologie. Donc c'est bien à un moment que le système avait des limites. Cela étant, la France a quand même des années de retard, ne serait-ce que sur la réflexion, puisque vous savez que ça fait extrêmement peu de temps que, y compris la Haute Autorité de Santé, a commencé à monter un comité qui est censé regarder ça, et on a bien compris que de toute façon, la logique n'était pas d'aller vers des arbitrages sur le coût Quali. Ce n'est pas manifestement une voie qui a été retenue pour la France, on voit qu'elle a des limites ailleurs, mais moi je trouve que c'est quand même intéressant, parce que ça permet d'ouvrir la question sur d'autres aspects. La première, c'est que ça peut donner quand même une espèce de référence. Parce qu'aujourd'hui, la problématique qu'il y a, c'est que finalement, on a un coût industriel. Et donc, on a l'impression que nos dirigeants découvrent que le médicament n'est pas qu'un objet sanitaire, qu'il est aussi un objet industriel. Et finalement, c'est pas mon dada, mais les ruptures nous rappellent que le médicament, c'est aussi un objet industriel avec tous les risques industriels. Et il y a ça d'un côté.
Et puis d'un autre, il y a quand même le médicament et ce qu'il apporte en plus pour la prise en charge des malades. Et je trouve que le fait de balayer le QALY comme outil d'arbitrage est légitime. Par contre, c'est quand même assez légitime de s'interroger, est-ce qu'un prix de médicament doit être totalement déconnecté de l'apport qu'il amène dans la prise en charge de la maladie? Parce qu'en France, clairement, aujourd'hui, vous avez une déconnexion totale entre le prix d'un médicament et en gros son amélioration du service médical rendu. En fait, le seul arbitrage qu'il y a, en gros, je vois Isabelle Borget qui me fait des gros yeux, mais c'est quand même un petit peu ça, on est quand même sur une logique très éloignée. Je ne dis pas que ça n'entre pas dans les discussions, mais il y a d'autres paramètres que Philippe a décrits tout à l'heure, parfois d'autres paramètres sur le panier du laboratoire en France, ville, hôpital, qui rentrent en ligne de compte, et je pense qu'on a perdu un peu la notion de la valeur de médicaments, avec certains médicaments qui ont quand même un apport relativement limité et des prix qui peuvent paraître un tout petit peu exorbitants. L'autre élément, et je vais mettre un pavé dans la mare, on a de plus en plus de médicaments qui ont plusieurs indications thérapeutiques. J'avoue qu'à titre personnel scientifique, ça me gêne toujours d'avoir le même prix d'un médicament alors qu'il y a 4-5 indications d'utilisation dans lesquelles la SMR est totalement différente. Et ça, je pense qu'on a au minimum une perte de lisibilité sur les utilisateurs au quotidien qui ont du mal à comprendre qu'on puisse avoir le même prix pour un SMR2 et pour un SMR4, et parfois même un double prix quand le médicament est utilisé à double dose pour la SMR4. Je n'ai pas cité un médicament anti-VEGF qui commence par B et qui finit par MAB, mais quelque part, on est un peu là-dedans. Et ça, je pense que c'est quand même un vrai sujet, sans aller au QALY, qui est quand même pas inintéressant à débattre. Et ce qui est intéressant sur ce que dit Samuel par rapport à l'évaluation, c'est que quand vous ne faites pas d'études en vie réelle et quand vous ne pouvez pas évaluer de manière continue votre médicament, quelle est votre capacité à démontrer la valeur que vous apporterez à un système de santé? A priori, vos données d'essais cliniques et ce que vous allez apporter à l'HS ne sont pas suffisantes. Si vous n'avez pas de contrat de performance avec le CEPS, et pour des raisons logiques, il n'y en avait pas, je pense que vous avez tous lu le petit livre de Maurice-Pierre Planel, je vous le conseille, il est très didactique et très clair. Vous prenez le livre de Maurice-Pierre Planel et le rapport de l'Institut Montaigne, vous pouvez faire mon métier, sans problème. À partir du moment où vous aurez des données en vie réelle et une évaluation plus continue, on pourra répondre à une partie de la question de Samuel en tant qu'industriel. Mais ça veut dire qu'on devra établir un contrat de performance. Donc il faut se mettre d'accord sur les données. Peut-être le Health Data Hub va nous aider. Le problème, dans la gouvernance, on n'y a pas encore accès. Bon, c'est un petit problème, on verra. Le deuxième, c'est les indicateurs. Comment on va définir des indicateurs? Et alors, revenons sur les différentes indications d'un médicament, je suis entièrement d'accord avec Samuel. Et ça s'appelle, ça circule beaucoup en Europe, Indication-Based Pricing. Il y en a en Belgique, il y a eu des contrats, il y en a dans d'autres pays. Vous avez un prix différent par indication, avec des critères qui, après, vont dépendre de plein de choses, efficacité, volume, on peut développer là-dessus. Mais IBP, si vous mettez ça et vous regardez, vous verrez qu'il y a toute une littérature, et c'est une voie, mais ce n'est pas la seule. Mais on en revient toujours à la même chose. Sans contrat de performance, sans données, ce qu'on appelle des données de confiance, qui nous permettent de faire ces contrats, sans indicateurs sur lesquels on s'est mis d'accord, il n'y aura jamais d'évaluation continue, il n'y aura pas de possibilité de revoir le prix, donc le financement. Merci à tous les deux. Alors, je vous passe la parole. Profitez-en, parce que je pense que l'article 51, c'est notre avenir immédiat, ou presque. Et profitez des compétences de Samuel, à la performance aussi, mais ça a été bien évoqué déjà ce matin. Frédéric, si on pouvait avoir un micro. Mademoiselle là. Au début, avancez-vous. C'est notre président vénéré. Merci pour vos interventions, Samuel, Philippe et Gilles aussi, en tant que modérateur. Donc j'ai une question très très pratique et très très basique. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait exister une relation entre les prix très très bas des médicaments en France, comme tu l'as dit Samuel, et puis les ruptures de stock constatées l'an dernier, sachant qu'en France on a constaté plus de 850 ruptures de stock. Et donc c'est un sujet qui préoccupe fortement le ministère de la Santé. Oui. C'est pas exactement ce que j'ai dit, si je peux me permettre. Les pays les plus bas
au monde. Oui. Alors qu'en fait, Ce que je ne pense j'ai pas dit- que ce soit au ce que monde. j'ai dit, c'est que ça Dans nous les pays, ils ont industrialisé. Non, ce que j'ai dit, Ok. c'est que ça nous surexposait aux effets des ruptures qui, par ailleurs, ont une origine malheureusement beaucoup plus internationale. C'est-à-dire que dans l'origine de la rupture, je suis convaincu que le prix du médicament en France n'a rien à voir, puisque l'origine, vous la connaissez toutes, majoritairement, c'est des questions de concentration de production à des endroits du monde où en plus on est quand même à la limite d'une guerre économique en ce moment entre la Chine et les États-Unis qui ne va pas améliorer les choses là-dessus. Ce que je dis, c'est qu'une fois qu'on a la rupture, il est clair que les prix très bas qu'on a sur des vieux médicaments ne sont pas hyper attractifs quand il s'agit de gérer la pénurie. C'est ça que j'ai dit exactement. C'est-à-dire qu'à la cause, je suis persuadé que c'est quasiment pallié. Par contre, dans la difficulté à traiter la maladie derrière, c'est sûr que les prix très bas qu'on a ne sont pas hyper attractifs quand il n'y a pas du médicament pour tout le monde. C'est exactement ça que j'ai dit. Si tu me permets d'ajouter une remarque, l'utilisation de codification américaine, je pense à GS1, tant pis si on me rentre dedans, où on peut avoir plusieurs codes pour le même médicament et justement en fonction du prix, n'améliore pas les choses. Alors, il faut regarder chaque rupture, Frédéric. Tu te rends compte que dans les produits matures, dans les laboratoires concernés, il y a aussi l'empreinte industrielle en France, donc c'est toute la question stratégique du ministère de la Santé et qui va même plus haut maintenant de savoir quelle est l'indépendance stratégique de la France en santé dans le médicament, qui est un autre souci. Il y a le problème de la générification qui amène aussi à un autre modèle économique. Quand on regarde maintenant le médicament innovant, il n'y a pas de rupture. Donc, cette question est extrêmement complexe parce que, comme l'a dit Samuel, d'où viennent les produits sources, où sont concentrés la plupart des sites industriels qui le font, quels sont les laboratoires concernés et quel est leur modèle économique, innovant ou pas innovant. Et c'est comme ça qu'on peut aborder ce sujet. Donc c'est un sujet hautement technique. On peut prendre des décisions politiques ou au niveau du PLFSS, etc. Mais l'application de ces décisions dépendra beaucoup aussi du médicament concerné, du modèle économique de l'acteur concerné. Donc je comprends la question, j'essaie de t'y répondre. Nous, par exemple, quel est notre problème actuellement qu'on est en train de résoudre? Ça s'appelle le Brexit. On a une audition au Sénat, on a un laboratoire anglo-suédois avec des sites de production, entre autres en Angleterre. On est en train de s'assurer que le Brexit ne va pas amener à une rupture. Le Sénat, on a été devant le Sénat de manière proactive pour leur expliquer nos mesures. C'est le problème d'AstraZeneca, mais on n'a pas d'autre problème à ce jour que celui-là. Après, sur des produits matures, tu verras pas mal de problèmes. Alors, vu l'heure, une dernière question, plutôt sur l'article 51. Eh bien, je laisse la conclusion à Samuel, qui voulait préciser des choses sur l'article 51. Oui, enfin, c'est surtout sur ce qu'il y a derrière. Et puis, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes ici, j'imagine des jeunes pharmaciens, ce qui est une très bonne chose. Derrière cette idée-là, il y a sans doute le fait que le grand mode de financement de l'innovation dans les années qui viennent en France, ça va être la pertinence des soins. Je vous refais quand même un peu le tableau. Pendant 15 ans, on a joué sur les tarifs. On est aujourd'hui dans un système qui n'est plus capable de jouer sur les tarifs, mais qui a quand même une caractéristique qui est discutée dans aucun rapport international, c'est qu'on a entre 10 et 20% d'actes inutiles en France. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que notre système de santé est parfaitement soutenable économiquement. Voilà. Et quand on vous dit baisse de prix, il ne faut pas oublier qu'en fait, les États, ils ont deux façons de réguler la dépense de santé. Soit ils jouent sur le volume, donc les pratiques, enfin, sauf à avoir des volumes administrés, mais voilà. Si vous n'arrivez pas à jouer sur les volumes, vous baissez les prix. Bon, ça, c'est la caractéristique du système de santé français qui est incapable de réguler les pratiques, en ville comme à l'hôpital, ce qui fait qu'on a des habitudes, et ça ne touche pas que le médicament, ça touche l'imagerie, la biologie, enfin tout ce que vous entendez tout le temps. Et je pense sincèrement, et l'article 51 n'est qu'un modeste signe clinique de tout ça, que de toute façon, il va y avoir une inflexion du modèle vers la pertinence des soins. On va mécaniquement, de toute façon, aller chercher de l'argent et des marges sur la pertinence des soins. Et ce que je voulais dire, parce qu'en termes d'exercice pharmaceutique et notamment de pharmacie clinique, puisque c'est quand même un des vrais sujets de pharmacie clinique oncologique, il ne faut pas se tromper dans la communauté pharmaceutique. Il y a un enjeu formidable sur la pertinence des soins et il y a un enjeu formidable, et les deux sont liés, sur la gestion des données et sur le big data.
Donc il faut absolument qu'on ait des jeunes pharmaciens qui globalement aillent se former au big data, parce que sinon la pharmacie hospitalière va passer au travers de la gestion des données. Donc ça me paraît un enjeu politique fondamental pour les jeunes générations. Et l'autre élément, c'est que l'avenir de la pharmacie clinique, en plus de ce qui est fait, est à l'évidence pointé sur la pertinence des soins. Ça va être, à mon sens, l'alpha et l'oméga de la contractualisation et de l'accès à l'innovation dans les années qui viennent. Et pour parler de financement, pour rebondir sur ce que dit Samuel, les articles 51 permettent entre autres à l'industrie pharmaceutique de travailler sur des projets et des programmes qui permettent d'aider à cette pertinence de soins. Et nous, on a quelques articles, on a quelques programmes et quelques projets qui vont se mettre en place. Donc, on parle de financement, on parle de pertinence, l'industrie pharmaceutique peut faire quelque chose. Le problème, c'est qu'il faut le faire dans le cadre, et il y a un cadre, l'article 51. Maintenant, il faut le faire en partenariat, et je reviendrai sur le dernier point, les big data. Tous les laboratoires, si vous regardez la presse, se lancent vers les big data. À tort, à raison, intelligemment ou non, je ne sais pas. Nous, on a fait un partenariat avec Microsoft, on verra si c'était intelligent. Mais à la base, si vous regardez la direction de l'industrie pharmaceutique, elle se pose vraiment la question du big data dans plein de domaines. Recherche clinique, développement, et il faut réellement étudier et regarder cette stratégie. Elle est elle est vitale pour les années à venir, pour tous les acteurs. Merci à tous les deux. Alors j'insiste sur ce qu'ils viennent de dire en conclusion, ça me paraît très important. Aujourd'hui, le médicament est plutôt bien géré à l'hôpital. Il n'est pas géré du tout en ambulatoire et on a les conséquences sur les problèmes de prix. Et ce que je viens de dire est partagé par un certain nombre de dirigeants au plus haut niveau de l'État. Il faut continuer sur les big data, sur la pharmacie clinique, etc. Mais la vraie pharmacie clinique, c'est-à-dire auprès du patient. Merci, l'heure est arrivée et on va passer à la suite. Alors vous pouvez rester dans la salle puisque, si j'ai bien compris, on reste ici.